Première question, parce qu'on va tenter de mieux vous cerner. Est-ce qu'il y a un pays au monde qui ressemble à la société que vous voudriez construire? Non, je crois pas. Non, non. Aucun. Bah non. Pourquoi? Vous pensez à un pays ou quoi? Non, j'en ai aucune idée. Le projet que vous défendez ne s'est jamais matérialisé d'une certaine manière. Non, non. S'il y a eu peut-être l'histoire de la Commune de Paris, ça se rapproche de ce qu'on veut. 1871, où la population a eu le pouvoir entre les mains, elle a organisé la vie pendant 70 jours, mais ça s'est mal fini, elle s'est faite massacrer par les armées de tiers. Ça a duré Qui a son 70 nom jours. de rue dans toutes les villes d'ailleurs, hein, un massacreur de la bourgeoisie. Mais ouais, c'est peut-être le seul exemple. Après, il y a eu Pas de modèle. Non, après c'est des révoltes, des révolutions, des luttes, Spartacus, les grèves générales en juin 36, voilà, mais ça n'a jamais abouti, quoi. Cuba, le début. Non, pas spécialement. Le Nicaragua au début, juste après la non, révolution à sandiniste. part que ce sont des révoltes populaires, voilà, c'est ça, c'est les trucs, les points communs. Mais après, l'aboutissement, non, je pense pas que ce soit. Il n'y a jamais eu une société où la population avait vraiment le pouvoir et a pu organiser l'économie de manière à satisfaire les besoins des gens. Ça a jamais. Che Guevara, c'est votre héros? Pas un héros, mais c'est vrai qu'il y avait des idées que je partageais, évidemment. Ouais. Alors moi, Ouais, juste mais j'ai pas de héros. Hein, j'ai pas... autre question avant de donner la parole à nos journalistes. J'ai bien lu votre programme. Je n'ai rien trouvé contre la société de consommation. Est-ce que une des grandes formes d'aliénation aujourd'hui, ça n'est pas la dictature des marques, le dernier écran plat absolument, le dernier téléphone, smartphone absolument? Il n'y a pas un mot là-dessus. Est-ce que ce n'est pas aussi une forme d'aliénation? Ouais, enfin, à notre avis, c'est pas le premier problème. Le premier problème, c'est plutôt l'exploitation. C'est le fait qu'on n'arrive pas à avoir un salaire correct qui nous permette de vivre, on n'arrive pas à avoir un emploi. Enfin, quand je dis on, c'est la majorité de la population. Hein. C'est la difficulté de se soigner, de se loger. Voilà, c'est pas tellement tout ce qui est fait pour qu'on consomme. Le problème, c'est qu'on peut pas consommer, ou qu'on peut difficilement consommer, ou qu'on consomme mal, à la limite. Quoi, Là, c'est autre chose. Ben oui, mais sinon, le problème, c'est fondamentalement dans l'économie aujourd'hui, c'est qu'on a une économie qui satisfait pas les besoins de la population et qui, au contraire, cherche à satisfaire plutôt les profits d'une poignée de ceux qui dirigent l'économie. Alors l'économie, justement, François, c'est à vous. Monsieur Poutou, en lisant votre programme, il y a un mot qui réapparaît très fréquemment, c'est réquisition. Vous voulez réquisitionner les banques pour les mettre sous le contrôle des travailleurs, réquisitionner les grands groupes de l'énergie pour les mettre sous le contrôle des usagers, réquisitionner les logements vides, exproprier sans indemnité ni rachat les grands groupes de l'agroalimentaire. Jusqu'où allez-vous comme ça? Est-ce que le mot de propriété privée, le concept de propriété privée, il a un sens dans l'univers du NPA? Mais là, ce qui a un sens, c'est l'économie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, où on voit que ceux qui possèdent, donc ceux qui dirigent l'économie, ils en font n'importe quoi, mais du point de vue de la collectivité. Voilà, c'est cette logique de rentabilité qui est permanente, la logique de course au profit. Et puis ceux qui dirigent, ceux qui possèdent, eh bien, ils s'enrichissent. On le voit aujourd'hui, c'est l'accumulation des bénéfices, l'accumulation des grosses fortunes. Et d'un autre côté, ça se fait sur le dos de la population. Donc ça se traduit à la fois par du chômage, de la précarité, des conditions de pauvreté de plus en plus importantes et qui touchent de plus en plus de monde. Et en même temps, pour ceux qui gardent leur boulot, ce sont des conditions de travail qui se durcissent avec le sous-effectif, et c'est ce qu'on appelle la souffrance au travail. Quoi. Il y a l'intensification du travail, il y a aussi Ça, c'est la une hiérarchie de plus en plus dénonciation, autoritaire. mais si on mais essaie ça, c'est le système d'imaginer tel qui fonctionne aujourd'hui. Donc après, Justement, nous dans votre système, la propriété privée, ça existe? On a le droit de posséder sa maison, sa voiture, oui, sa oui, montre. parce qu'on ne discute pas de ça, on ne discute pas de l'expropriation de la maison ou de la voiture. Hein. Enfin, si vous avez bien lu le programme. Les logements vides, ça veut Oui, mais dire qui appartiennent à des sociétés justement qui spéculent là-dessus et puis qui font rien avec. Voilà, oui, c'est ça. Mais la réquisition des logements vides, c'est une loi qui existe. Hein. Ça, c'est pas nous qui l'inventons. C'est une loi qui existe et qui n'est pas appliquée. Voilà, qui n'est pas appliquée par personne d'ailleurs et qui pourrait permettre à des gens de pouvoir passer l'hiver au chaud, ce qui n'est pas du tout le cas. Voilà, donc ça, c'est quand même dramatique. Mais sinon, oui, nous on discute d'une réponse, d'une économie qui n'est pas capable de permettre à la population de vivre normalement. Mais ouais, nous on dit qu'il faut répondre à ça. Mais ça veut dire que ceux qui dirigent l'économie n'importe comment, eh bien, on doit leur enlever les moyens de nuire. Donc il faut exproprier. Et c'est pour ça que le système bancaire, notamment, mais aussi le service public de l'énergie qui passe par l'expropriation et des gros groupes capitalistes qui font vraiment n'importe quoi du point de vue de la collectivité, même du point de vue de l'avenir de la planète. Mais il y aurait toujours des entreprises privées ou pas? Oui, mais là, on discute d'un programme d'urgence. Dans l'expropriation, c'est des programmes d'urgence. Aujourd'hui, c'est répondre à la crise. C'est comment on sort de la crise, comment on sort du chômage, comment on sort de la pauvreté. Donc, c'est des réponses. Après, c'est sûr que l'organisation sociale future, il faudra qu'on discute de ça, de l'économie, comment elle fonctionne. Est-ce que c'est de la propriété privée ou est-ce que ça peut être collectivisé? Est-ce qu'on peut discuter d'une économie socialisée qui est gérée par l'ensemble de la population? Est-ce que l'ensemble des entreprises peuvent être gérées par les salariés? Ce qui est posé comme problème, par exemple, du côté de Fralib, puisque qu'appartient à Unilever,
Unilever. L'usine Même les PME. Unilever qui fait des milliards de profits, il veut fermer cette usine-là. Et les salariés, eux, ils répondent, et ben, ils disent, si vous n'êtes pas capable de garder l'outil de travail, de maintenir l'emploi, ben, nous, on est prêts à diriger tout ça. On connaît les machines, on connaît les process de production, on connaît la distribution, la logistique. Et voilà, donc et là, ça peut être la réponse, effectivement. Après, on verra. Mais c'est sûr que nous, on est pour, si ça peut passer par l'autogestion ouvrière des salariés, et puis parce qu'on sait qu'ils ont la compétence. Ben ouais, ça dépend des cas de figure, mais bien sûr, ouais, si ça doit passer par là pour sauver l'emploi et maintenir les outils de travail, maintenir la production, bien sûr qu'il faudra le faire. Là, la question surtout, c'est on répond à un système qui aujourd'hui va vers la catastrophe, vers la catastrophe pour des millions de gens, parce que c'est encore une fois des fortunes et de la pauvreté de l'autre. Nous, on dénonce ce système-là. Et après, les solutions, à un moment donné, il va falloir avoir des solutions radicales. Et c'est-à-dire des solutions qui vont à l'opposé d'une politique qui est menée depuis 10, 20, 30 ans et qui conduit la société à toujours plus de souffrance sociale pour des millions de gens. François. Alors justement, vous avez un programme assez ambitieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous voulez créer 1 million d'emplois dans le service public, vous voulez augmenter les salaires, réduire le temps de travail, rembourser intégralement les dépenses de santé. Pour financer tout cela, vous dites il faut prendre l'argent là où il est, et vous donnez un certain nombre d'exemples. J'en ai retenu 2. Tout d'abord, vous dites si on revenait à l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, avant la réforme faite par Nicolas Sarkozy, on pourrait récupérer 19 milliards. En réalité, c'est 1,9 milliard avant la réforme. C'est les chiffres du budget, 10 fois inférieurs à votre estimation. Deuxième exemple, c'est les allègements de charges sociales qui sont consentis aux entreprises sur les salaires. Vous dites que ça représente 172 milliards par an. La sécurité sociale, qui donne le compte exact, c'est elle qui consent ces allègements, c'est 30 milliards, 6 fois moins. Donc, est-ce que l'argent est vraiment là où vous pensez qu'il est? C'est la question que je me suis posée. Là, tout est faux, là. Mais en plus, non, mais vos estimations, elles viennent de votre programme. Et les chiffres que j'ai été chercher, ils viennent du ministère du Budget bien sûr, et de la Sécurité sociale. Non, mais c'est pas l'estimation Poutou, c'est pas la mienne, celle-là. Mais non, mais un truc. C'est votre programme, monsieur Poutou. C'est dans votre programme. Non, c'est pas ce chiffre-là. Mais non, mais je veux juste dire un truc. C'est inscrit charge dans votre sociale, programme. ça n'a aucun sens, ça n'existe pas, des charges sociales. Ça, c'est le langage patronal. C'est des cotisations sociales. La charge, c'est un mot qui déforme une réalité. C'est justement pour faire croire, pour dire bien, ça pèse lourd à l'entreprise, donc il faut supprimer ça, c'est des charges et tout ça. Non, ce sont des cotisations sur les sociales. salariés. Alors moi, je vais discuter sur ce mot-là parce que les cotisations sociales, c'est ce qui permet d'alimenter la protection sociale, les retraites, le chômage et les maladies. Alors disons cotisation à la place de charge. Oui, mais déjà, mais ça discrédite le document. Ça commence comme ça, c'est faux, ça n'existe pas. Donc après, pardonnez-moi, s'il y a un chiffre qui est discrédité, c'est le vôtre. Non, c'est pas. Je vais répondre là-dessus parce que là, déjà, vous avez faux pour commencer, c'est dommage. Maintenant, la suite. C'est pas faux du tout, monsieur. On peut très bien dire des charges ou des cotisations. Les exonérations de cotisations sociales, c'est 31 à 32 milliards. Donc c'est pratiquement, vous avez presque tout juste parce que vous avez mis 30 milliards. Donc là, c'est pas mal. Mais après, nous, ce qu'on dit, c'est que c'est la question des cadeaux fiscaux, des niches fiscales. C'est pas 172, c'est 140 milliards aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'après, les chiffres varient suivant d'où on voit les sources. Mais là, la question, ce sont donc les niches fiscales, toutes les réformes fiscales qui ont été faites depuis, donc, on va dire, 25-30 ans. Mais ce qui a eu lieu en France, ça a eu lieu dans la plupart des pays. C'est qu'il y a une politique qui a été délibérément menée en faveur des plus riches. Et à chaque fois, ça a été on baisse les barèmes. Alors que ce soit l'impôt sur les sociétés qui est passé de 50 à 33,33, comme vous allez d'être fort en chiffres, vous pouvez vérifier. Mais la réalité, c'est qu'en plus, le CAC 40, par exemple, en moyenne, c'est 8%. C'est juste pour l'instant. Et les PME payent 28%. Donc c'est ces baisses d'impôts pour les sociétés, baisses d'impôts pour les plus riches, pour l'ISF. Et le total, ça représente donc ces baisses d'impôts plus les niches fiscales. Ça représente à peu près 142 milliards à l'année qui ne rentrent plus dans les caisses de l'État. Et nous, ce qu'on dit effectivement, c'est que ça, ce sont des choix politiques. C'est pas comme si la société pouvait pas se permettre. Voilà, il y a des choix politiques, c'est de remplir les poches des plus riches. Et nous, ce qu'on dit, c'est que, ben oui, c'est tout simple. L'argent, il faut aller le chercher là où il est. Voilà. Alors c'est peut-être osé, c'est peut-être scandaleux, parce qu'on a vu les riches comment ils réagissent. Personne ne dit ça. Mais les riches sont scandalisés. Dans les Échos, il y avait un article qui sont prêts à partir. Mais c'est pas les Échos ici. Oui, mais je réponds parce que sous-entendu derrière, c'est que ça peut pas le faire. Non, il n'y a pas de sous-entendu. Ici, chacun est libre de parler. On va parler un peu de politique. Moi, j'ai juste une dernière question pour qu'on comprenne bien. Vous dites interdiction des licenciements. Une entreprise qui n'a plus de clients, voilà, qui n'a plus de clients du jour au lendemain, elle est obligée de garder tous ses salariés alors qu'elle ne produit plus rien? Non, mais là, je vais répondre après, mais le premier truc qui vient à l'idée, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, elles ont des clients, elles font des bénéfices, la plupart, et elles licencient. Non, mais déjà, on peut discuter de cette catégorie-là. Il y a sans doute des entreprises qui licencient alors qu'elles font des profits, mais interdire les licenciements purement et simplement, c'est une autre affaire. Bien sûr. Ouais, et c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup qui le défendent, parce que c'est une grosse affaire. C'est bien là-dessus que je vous interroge. Mais non, mais je vais commencer par le début d'un raisonnement, parce que aujourd'hui, ce qui est dingue, c'est que Arcelor,
il y a des bénéfices. Hein. Non, mais je démarre de là. Arcelor, voilà, c'est un des cas dont on peut considérer qu'il est litigieux. Ils virent, ils veulent virer. Est-ce qu'il faut en faire une règle pour toutes les autres entreprises? C'est juste un raisonnement que j'essaie, parce que je ne suis pas non plus je déroule un raisonnement et je ne peux pas partir d'un bout de raisonnement. Donc je redémarre au début. Désolé. Donc attention, c'est votre temps de parole quand même. Ah ouais, ça passe vite. On a beaucoup d'autres sujets à aborder. Donc ce qui est scandaleux, c'est qu'il y a des entreprises qui font Vous avez perdu le fil. Non, mais qui font d'énormes bénéfices et qui licencient quand même. Donc nous, là, c'est sûr que c'est plus facile à envisager. On dit oui, il faut interdire les licenciements parce que c'est inadmissible. Donc, au nom de la rentabilité, au nom de l'amélioration du taux de profit, du taux de productivité, on licencie. Donc ça, oui, il faut interdire. Maintenant, c'est vrai qu'il y a pas mal d'entreprises, et encore qu'il faudrait vérifier, il faudrait mettre les comptes à plat, hein, parce qu'il y a pas mal de petites entreprises qui sont des filiales de grosses entreprises et qui, par des jeux de chiffres, peuvent aussi déclarer des pertes alors qu'il y a des profits. Mais après, c'est vrai que de toute façon, il y a des petites sociétés qui font pas de bénéfices et qui pourront pas, et que, en tout cas, ça sera pas possible de maintenir les salariés. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut créer une branche de la sécurité sociale, une de plus, et qui soit financée à 100% par les grosses entreprises et les multinationales. Et ce qui permettrait d'assurer la continuité du contrat de travail pour l'ensemble des salariés, qui soient dans une petite ou dans une grosse entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui permettrait de protéger les salariés. Et parce que pour nous, aujourd'hui, ce qui est prioritaire, c'est ça, c'est protéger, et c'est vraiment permettre à ce qu'il y ait un droit à l'emploi qui soit respecté, que tout le monde puisse vivre de son boulot. Il reste la moitié du temps de parole. Fabien. Philippe Poutou, vous dites aussi, en tout cas dans votre projet, qu'il faut démanteler les institutions européennes. Alors, rien que ça c'est assez impressionnant. Mais alors, au-delà du concrètement, comment on fait pour aller démanteler la Banque centrale ou la Commission européenne, surtout, qu'est-ce que la France seule peut faire? C'est-à-dire, en clair, votre politique européenne, c'est quoi? C'est sortir de l'Europe, fermer les écoutilles et on n'en parle plus? Et non. Nous, on veut une véritable Europe sociale, une Europe des peuples. Donc, c'est pas la question est-ce qu'on sort ou est-ce qu'on rentre. Mais si la France est seule à vouloir ça, ce sera un peu compliqué. Nous, on est ici pour l'instant, on défend notre perspective, mais enfin, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas le seul en France à vouloir une Europe sociale et que les peuples soient solidaires. Donc, nous, on défend ça, effectivement. Nous, on pense qu'il faut supprimer tous les traités qui ont eu lieu en ce moment, parce que c'est la construction d'une Europe des capitalistes, une Europe des banquiers. D'ailleurs, on voit où ça amène, hein, la concurrence libre et non faussée, hein, dont ils se vantaient il n'y a pas si longtemps que ça, mais ça amène à la catastrophe, c'est la crise. Donc oui, il faut faire l'opposé, encore une fois. Donc, supprimer les traités qui ont fondé la communauté européenne. Et mettre en place une véritable Europe des peuples et qui s'appuierait sur la lutte des peuples, comme en Grèce, en Espagne ou au Portugal. Vous avez bien pu voir qu'il y a quand même un sentiment qui est largement partagé dans les populations contre la dette, contre la politique des banquiers, contre les spéculateurs. Et il y a cette aspiration à construire une Europe qui soit plus juste socialement. Et nous, on dit qu'il faudrait harmoniser le droit social par an. Il faudrait qu'en fait, il y ait une Europe qui discute de ça, qui ait un SMIC européen, qui ait l'égalité des droits sociaux partout, ce qui déjà, entre parenthèses, permettrait d'empêcher les délocalisations à l'intérieur même de l'Europe, s'il y avait vraiment l'égalité des droits partout. Donc nous, on est pour cette Europe-là. Et c'est vrai qu'on s'appuierait sur la révolte des peuples, parce qu'on pense que ça sera imposé par en bas. Il faut absolument imposer cette politique sociale, puisqu'en tout cas, les capitalistes n'en sont pas capables. Nathalie. Monsieur Poutou, ça ne fait pas un peu bizarre pour des gens de voter pour quelqu'un au présidentiel qui veut supprimer la fonction présidentielle? C'est pas un peu paradoxal? Si, certainement. Mais nous, on discute de véritable démocratie. Alors c'est vrai que c'est surprenant parce que personne n'est habitué. Les autres candidats, ils ont l'air de s'en tamponner de la démocratie. Donc, non, nous, mais on vous, discute... la présidentielle, fonction présidentielle, c'est pas le sujet. Mais nous, on a 500 parrainages pour pouvoir participer à la campagne. Donc, on a la légitimité. Voilà. Donc déjà, on a le droit d'y être. Hein, on peut exprimer des idées. Et c'est pas interdit de pouvoir critiquer les institutions telles qu'elles sont, il me semble. Hein. Non. Donc voilà. Donc nous, ce qu'on pense effectivement, c'est que le pouvoir concentré sur un homme ou sur une femme, c'est pas normal. Mais c'est le président de la République, c'est le président de région. Enfin, tout est fichu comme ça. Nous, on pense qu'il faut mettre en place une véritable démocratie, une démocratie par en bas, où la population aurait le droit de discuter, de débattre et de décider de ce qui la concerne directement. Mais exemple, vite fait, Notre-Dame-des-Landes, un aéroport qui a des conséquences néfastes socialement, écologiquement. La population ne le veut pas, elle se bat contre. Et bien, il devrait y avoir la possibilité pour la population de le décider. Un centre de déchets d'enfouissement, un centre d'enfouissement des déchets nucléaires comme à Bure, il y a la population qui se bat. Et bien, ça devrait être à la population de décider, puisque c'est elle qui vit là. Voilà, c'est ça. Donc la démocratie, ça passerait par ça, c'est que par en bas, on puisse décider et imposer ses propres choix collectifs. Mais vous n'avez pas envie de devenir président de la République? Non, c'est pas mon rêve. Et puis même là maintenant, non. Mais par contre, non, mais là, vous êtes candidat. Parce que nous, on est pour. Vous êtes candidat, pour nous convaincre que vous seriez un bon alors, président je suis de la candidat République. pour porter un programme, pour porter des idées, pour contester le système tel qu'il est, et pour dire que le pouvoir, oui, il en faut un, mais un pouvoir partagé, un pouvoir collectif. Et c'est pas le pouvoir pour nous, pour moi ou pour le NPA. C'est que la population, elle puisse avoir le pouvoir et pouvoir décider de sa vie. Voilà. Nathalie, Et ça, le capitalisme, il ne le permet pas. Alors en attendant, vous êtes candidat pour le NPA et on a un peu l'impression que vous avez un peu hâte que ce soit terminé et que le 23 avril, vous allez vous dire ouf, on va enfin revivre. Vous dites que vous dormez bien, mais que parfois vous avez des réveils difficiles. Écoutez. Ah oui, ça oui.
Heureusement, je dors bien la nuit, mais quand je me réveille, je me dis toujours, ah merde, je suis candidat. Philippe Poutou, la question est simple. Est-ce que c'est super entraînant pour les électeurs de voir quelqu'un qui prend ça pour un Je calvaire? sais pas comment ils le prennent, mais ça c'est de l'autodérision, ça me fait rire. Mais là même là, ça me fait encore rire de sortir des blagues comme ça. Bon, c'est vrai que souvent à l'usine, on me dit j'ai des blagues nulles et ça fait rire Non, personne. mais je ne disais pas ça simplement. Mais, Vous allez mais être non, content quand ça sera fini. Ça... Non, même pas. Ce que je veux dire là, c'est dit comme ça, c'est dit peut-être avec maladresse, c'est dit avec un humour qui tombe à plat, mais c'est tout simplement dire que c'est pas mon rêve, c'est pas une ambition personnelle. Je suis pas en train, voilà, et je suis pas en train de rêver de vouloir faire une carrière politique quand les élections sont finies. Je retourne à l'usine et je serai très content de retrouver mes collègues et de me battre avec eux parce que l'avenir de l'usine Ford n'est pas encore gagné. On s'est battu pendant 4 ans pour empêcher que Ford s'en aille et il y a une bataille qui continue et je la continuerai avec mes collègues et ça c'est ma vie et ça je veux pas l'abandonner. Maintenant il y a les législatives derrière, je participerai aux élections législatives et je suis un militant du NPA depuis des années, et puis LCR avant et je continue ce combat-là. Donc après moi ce que je veux exprimer c'est que la carrière politique je veux pas en faire une. On veut pas en faire une. Nous on veut que la politique ce soit l'affaire de tous. On veut que les opprimés prennent la parole. On veut que les opprimés fassent de la politique et prennent leurs affaires en main et nous c'est l'occasion de pouvoir exprimer ça. Bon. Et c'est vrai que ça surprend, c'est en décalage avec les autres qui sont tous, enfin qui se ressemblent tous. Même Olivier Besancenot. Mais Besancenot il est facteur. Il aimait bien ça. Oui, mais il aimait bien ça. Non, mais la preuve c'est qu'il n'a pas tellement voulu continuer parce qu'il s'est dit bah tiens fais-le, tu vas te faire chier maintenant, ça tombe tour. C'est ton tour. Mais non, mais parce qu'on est dans un parti, on court pas après ça. Voilà. Nous on est le porte-parole de la révolte, de la colère sociale. 4 minutes 30. Philippe Poutou, on a encore des questions à vous poser. Fabien. Oui, mais alors justement, cette attitude-là, comme ça, assez distante vis-à-vis du pouvoir, et même vis-à-vis de votre candidature, est-ce qu'elle n'est pas de nature à dérouter ceux qui pourraient être tentés de voter pour vous? Je dis ça parce qu'on est allé dans un meeting justement de soutien à votre candidature animé par Olivier Besancenot. C'est Romain Messi qui y était pour France 2 la semaine dernière et qui a posé la question à quelques militants. Écoutez, c'est pas toujours tendre. On a fait ça, oui. Vraiment, ce qui me dérange pour le NPA là aujourd'hui, en ce moment, c'est le monsieur que vous avez derrière vous, là, Philippe Poutou. J'ai l'impression que c'est pas à nous que vous devriez parler, mais c'est à lui. Enfin, quand je le vois à la télé, il n'est pas convaincu. Il insuffle pas une énergie aux gens, il donne pas. On a l'impression qu'il lui aussi, qu'il est comme nous, un peu sans réponse. Et alors qu'il y a besoin quand même, quoi qu'on en dise, d'un leader. Olivier Besancenot avait nettement plus de charisme. Voilà, mais au fond, on a le sentiment que vous croyez à ce que vous dites à votre projet. On l'a vu là dans la conviction que vous avez mis depuis le début de l'entretien, mais que vous ne croyez pas à votre propre candidature. Ah, mais ça, c'est comme vous le percevez. Peut-être que moi, après, il y a des choses qui sont maladroites, je ne sais pas. Mais si je suis là, si je me fais chier depuis 8 mois à faire des interviews comme ça. C'est convaincant, dit comme ça. Mais non, parce qu'il y a tout là-dedans. Il y a la motivation de défendre nos idées, notre combat. Parce que, encore, je rappelais tout à l'heure, mais à l'usine, on s'est battu pendant 4 ans. Et pour se battre comme ça, pour empêcher une fermeture d'usine, il faut être sacrément déterminé et sacrément avoir la niaque avec ses copains. Et c'est vrai qu'après, la difficulté qu'il y a quand je suis candidat, par exemple, et ça, je l'ai vécu, c'est que je suis tout seul, un peu. Là, je suis tout seul. J'ai pas mes potes. Et moi, je suis habitué à faire partie d'un groupe. On est ensemble, on envahit les salles de réunion avec du patron en groupe, on séquestre en groupe, on fait grève en groupe. Et sur un plateau, je suis tout seul. Mais ça me déstabilise un peu. Le public, ils ont souri. Donc c'est ça que je veux exprimer. C'est que, voilà. Mais j'espère, en tout cas, alors, la preuve que ça marche pas, il y a des gens qui sont pas. Mais j'espère faire passer cette idée-là, de la révolte, de la contestation sociale. Et puis faire passer cette idée, oui, qu'on n'a pas besoin d'ambition personnelle, qu'il n'y a pas besoin de croire à tous ces trucs-là. J'ai pas rendez-vous avec le peuple, moi. J'ai pas entendu des voix. On dit un mot de l'école, Philippe Poutou, l'école. C'est juste qu'on peut changer. Il faut relever la tête et ça vaut le coup de pas se résigner, de se battre. Et c'est pour ça que ceux de Arcelor, ils ont entièrement raison de le faire. Tous les collectifs qui se battent contre les fermetures de maternités et d'hôpitaux, ils ont entièrement raison de le faire. C'est comme ça qu'on limite les cas. C'est comme ça qu'on peut empêcher des choses, les reculs sociaux. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut faire converger tout ça. Il faut qu'on arrive à coordonner la lutte sociale et qu'on arrive à se mobiliser tous ensemble. Il reste 3 minutes. Et ça, j'y crois. Et ça, c'est porter cette parole-là voilà. Mais par contre, vous n'aimez pas être candidat, mais vous aimez bien parler. Hein. Eh bien, heureusement d'ailleurs. On dit un mot de l'école, on dit un mot de l'immigration, on dit un mot de Mélenchon. Dans votre programme, vous parlez d'une école commune de 3 à 18 ans. Vous dites sans notes, sans classement, sans orientation, sans sélection. Ça veut dire en gros que celui qui fiche rien, il est traité de la même manière que celui qui travaille? On peut le voir comme ça, mais nous, ce qu'on voudrait, c'est créer un cadre où les jeunes trouvent tout ce qu'il faut pour apprendre dans la bonne humeur, dans les meilleures conditions possibles. Nous, on discute effectivement qu'il faut un socle de 2 ans, jusqu'à 18 ans, où on apprenne tout de la société, la culture. Il n'y a pas que devenir un futur ouvrier ou un futur salarié. Il faudrait qu'on apprenne tout de la vie sociale. C'est aussi les combats contre les préjugés, c'est apprendre le respect humain. Voilà, c'est un socle qui permet. Et donc, c'est vrai qu'il y a des choses ça, c'est surtout les milieux professionnels ou les associations
associations de parents d'élèves qui pensent qu'effectivement les devoirs, il y a tout un truc qui... Non, mais juste un petit donc peu de- c'est pas traiter faire de la un espace où on est la joie d'apprendre. Et c'est vrai que Et ceux qui c'est pas veulent le cas pas- aujourd'hui, donc c'est essayer de construire un système Aucune scolaire. note, aucun classement, c'est-à-dire, je repose ma question différemment, celui qui lit sans arrêt, qui se passionne, et on veut celui qui fait de la qui fait des jeux vidéo, pardon, toute la Non, journée. c'est vrai, ouais, non, non, mais il pareil n'y a peut-être pas que les classements, que les notes qui permettent de suivre des enfants, qu'ils apprennent, d'être attentionnés. C'est déjà des classes pas à 35, c'est des classes à 20, peut-être à moins. C'est tout ça. Et là, on n'aura peut-être pas besoin du système de notes, du système de classement, parce que les notes, on les a toute la vie. Parce qu'au boulot, après, on les a, les notes. Hein, on est évalué sur notre boulot. Il y a un chef, il nous note. Voilà, on est à l'école encore. Et puis, il se permet de nous juger comme ça. Et ouais, ça serait bien qu'on s'en sorte de ça. Et on peut très bien avoir le plaisir d'apprendre. On peut très bien faire passer des tas de choses en suivant les enfants, les jeunes. Et peut-être voilà, qu'il y a d'autres systèmes. Et nous, c'est ce qu'on discute. C'est comme les devoirs. Il y a plein de choses qui sont peut-être à revoir. Un mot de Ça veut pas l'immigration. dire qu'on a des parce points de vue qu'on- tranchés. Hein. Oui, On voilà. continue sur votre programme qui reste 1 minute 30. Un mot de l'immigration, vous dites liberté de circulation et d'installation. Autrement dit, plus de frontières. L'immigration, la régulation de l'immigration, ça n'est pas un sujet pour vous. Ouais, pour nous, c'est pas du tout un problème. Alors c'est vrai que ça apparaît encore une fois à contre-courant ou décalé de plein de problèmes politiques ou de la candidate d'avant, là, qui elle est obsédée par le contraire. Mais nous, oui, pour nous, c'est fondamental, c'est un droit humain fondamental, c'est la liberté de circulation. D'aller et venir, c'est le Ouais, libéralisme. l'humanité au départ, elle s'est développée comme ça, hein, depuis l'Afrique, elle est montée, elle a envahi la planète. Voilà, il n'y a pas de frontières, heureusement. C'est comme ça que. Mais ouais, mais C'est le libéralisme. fondamental. C'est le libéralisme. Non, c'est la liberté. Le libéralisme, je sais pas, c'est la liberté. C'est le respect des gens. C'est la mondialisation. Ouais, et après, au-delà de ça, on est pour la régularisation des sans-papiers, de tous les sans-papiers. Et on est pour le droit de vote de tous les immigrés, mais à toutes les élections, pas comme l'un qui a parlé avant, qui disait juste les petites élections. On est pour toutes les élections. Parce qu'à partir du moment où on travaille à un endroit, où on vit à un endroit, on doit avoir les mêmes droits politiques, économiques et sociaux. Voilà. Donc nous, on est pour l'égalité des droits et on est pour ça. Et on le défend sans complexe. Pour nous, c'est fondamental. Si on veut construire une société sans préjugés et qui justement ne spécule pas sur des tas de trucs en ce moment qui sont particulièrement malsains, ben, il faut faire l'inverse et vivre une société libérale, comme vous appelez, où il y a la liberté et l'égalité des droits pour tous. Allez, 27 secondes. Fabien, à vous la dernière question. Oui. On va parler de Jean-Luc Mélenchon. Sur le SMIC à 1 700 €, la retraite à 60 ans, la nationalisation des banques et d'autres points, vous dites sensiblement les mêmes choses. Vous avez vu son succès aujourd'hui dans les sondages, je ne sais pas s'il vous fait plaisir ou pas, mais on se demande qu'est-ce qui vous empêche d'être avec lui dès maintenant? Qu'est-ce qui vous empêche de vous unir tous à la gauche de la gauche? Là, il faut faire court, ouais, Philippe alors, Poutou. vite fait. Vous avez Mélenchon, 26 c'est pas secondes l'adversaire. pour Les militants du PC et du PG sont des camarades de lutte. Donc, s'il y a un succès de ce côté-là, tant mieux, ça nous arrange parce que derrière, ça peut redonner la pêche à ces militaires-là. Mais on n'est pas d'accord politiquement sur une chose. C'est que si c'est pour se mettre à la remorque d'un gouvernement socialiste et de Hollande, si c'est pour nous faire le coup de la gauche plurielle, on n'est pas d'accord. Nous, on pense qu'aujourd'hui, pour changer les choses, il faut une riposte unitaire, il faut un outil politique qui soit complètement indépendant du Parti socialiste. Il faut qu'on se batte et on est prêt à le discuter avec les militants du Front de gauche et de lutte ouvrière et du mouvement syndical et associatif. Il faut qu'on se batte tous ensemble pour imposer une vraie politique de gauche. Ah, bravo Philippe Poutou. Alors là, chapeau.